Bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. On a vu avec effroi la destruction du temple de Palmyre en Syrie et le saccage du musée de Mossoul en Irak. On avait été stupéfait par le dynamitage des Bouddhas géants de Bamiyan en Afghanistan. À côté de ces destructions spectaculaires mises en scène à des fins idéologiques ou religieuses, des milliers d'objets antiques sont arrachés chaque jour à leur pays d'origine et viennent alimenter les réseaux internationaux du trafic d'art. Au terme d'un parcours tortueux, on finira peut-être par les retrouver dans l'arrière-boutique d'un antiquaire ou alors proposés sur Internet ou dans une salle de vente aux enchères. Ce commerce illégal génère des milliards de francs. Il serait en importance le troisième après celui des armes et de la drogue. Trop longtemps, la Suisse, et tout particulièrement Genève, a été au carrefour de ces trafics. Mais Genève entend désormais se positionner comme un des centres mondiaux à partir duquel s'organise la lutte. Les consciences se réveillent, les États se mobilisent pour récupérer les œuvres spoliées, mais c'est un combat qui est loin d'être gagné. L'actrice Mélina Mercouri, ministre grecque de la Culture dans les années 80, en avait fait un combat existentiel, ramener à Athènes les fameuses frises du Parthénon qui font les beaux jours du British Museum depuis 200 ans. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire et bien avant les grands empires coloniaux, les guerres et les conquêtes se sont accompagnées d'appropriation, de spoliation et de pillage. Et le phénomène continue sans fin. Au Yémen, en Syrie, en Irak, en Libye, en Afghanistan, au Mali, mais aussi sans doute au Centrafrique et en République démocratique du Congo, les conflits engendrent une terrible accélération. Les spécialistes sont formels. La destruction et les trafics dépassent désormais les ravages engendrés par des siècles de colonisation. Au Yémen, le pays est parti en lambeaux. On a perdu tout contact avec les autorités qui étaient en charge de protéger un patrimoine plusieurs fois millénaire. Une trentaine de sites historiques ont été détruits ou réduits en poussière. Les archéologues accusent l'Arabie saoudite d'en avoir bombardé certains sans réelle justification militaire. C'est une partie de la mémoire historique du Yémen qu'on veut effacer sous les bombes. En Syrie, en Irak, dans cette Mésopotamie, berceau de notre civilisation, on s'est ému bien sûr des destructions de Nimrod, Hatra, Palmyre, revendiquées et mises en scène par l'État islamique. Les djihadistes ont abondamment diffusé sur Internet ces images comme celle-ci, en février 2015, lors du saccage du musée archéologique de Mossoul. Parallèlement, les pillages systématiques leur ont apporté une source non négligeable de revenus. La Libye, depuis l'effondrement du régime Kadhafi, est un autre trou noir sur le radar des archéologues. L'Égypte, Israël, les pays du Golfe, la Jordanie, le Liban, la Turquie seraient notamment les plaques tournantes de ces trafics qui mettent à sac les sites antiques, grecs et romains. Au milieu de ce sombre tableau qu'il faudra étendre à l'Asie et à l'Amérique latine, il existe heureusement quelques points de lumière. Des États, des institutions se mobilisent. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté il y a 2 ans, à l'unanimité, une résolution, la 2199, qui interdit le commerce des œuvres antiques en provenance d'Irak et de Syrie. En septembre 2016, l'instigateur de la destruction des mausolées de Tombouctou comparaissait devant la Cour pénale internationale. Cet ancien djihadiste malien était condamné à 9 ans de prison. Verdict historique, car pour la première fois devant la justice internationale, la destruction d'un héritage culturel a été considérée comme un crime de guerre. Bonjour Jean-Yves Marin. Bonjour. Vous dirigez le Musée d'art et d'histoire de Genève, vous avez siégé dans les instances dirigeantes du Conseil international des musées. Vous avez été, je crois on peut le dire, un des précurseurs de la lutte contre le trafic. On va évoquer cela bien sûr, mais parlons tout d'abord du phénomène. Comment expliquer aujourd'hui cette amplification des trafics et des pillages? Vous savez, on a commencé à prendre en considération le pillage après la Seconde Guerre mondiale, après toutes ces destructions. Puis il y a eu malheureusement ces très grandes guerres, l'Afghanistan, le Cambodge, et donc des pays de patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de cela avec le Moyen-Orient, et on sait que c'est là qu'il y a le plus de patrimoine. Donc ça devient vraiment tragique pour la connaissance de notre société, de notre civilisation.
Lorsqu'on assiste à des destructions mises en scène en Irak, en Syrie, il y a un message qui nous est adressé, n'est-ce pas? Oui, c'est un message qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire c'est vraiment une rupture de civilisation et c'est quelque chose d'extrêmement fort. Avant, on s'attaquait au patrimoine de l'autre, mais rarement au sien. Or là, les gens de Daesh, ils s'attaquent à un patrimoine qui leur est extrêmement proche, seulement il est pré-islamique et il nie l'existence d'un patrimoine antérieur à l'islam. Et donc c'est quelque chose qui ouvre la porte à tous les dégâts possibles pour le patrimoine et donc une volonté de ne pas pouvoir écrire l'histoire préalablement à une période donnée. C'est très nouveau et très, très grave, bien sûr. Et c'est une manière de nier nos valeurs. Est-ce que vous comparez ça à une attaque contre une salle de concert à Manchester ou contre le Bataclan à Paris, contre des terrasses de café? Oui, quelque part, c'est la même chose. C'est nier la culture de l'autre, c'est même nier la sienne, dans la mesure où vraiment ces racines-là, on ne les reconnaît plus. Et c'est là où ça devient essentiel de se battre contre ces phénomènes. On a besoin de tout ce qu'il y a dans le sol aujourd'hui pour écrire l'histoire. Est-ce qu'il faut mettre sur un même plan les destructions d'œuvres antiques et les victimes humaines? Il faut les mettre sur le même plan, même si, bien sûr, on va d'abord se battre pour l'humain. Il faut toujours commencer par sauver les êtres humains en danger. Mais en même temps, les objets qui sont dans le sol, aujourd'hui, si on les laisse se détruire, eh bien, ils reviendront pas. On vole un tableau, on le retrouve 50 ans après. On arrache du sol un élément de statuaire qui peut apporter beaucoup pour la compréhension, un texte quelconque. Eh bien, s'il est parti, il est parti. Donc, fondamentalement, la destruction du patrimoine est irrémédiable. C'est considéré maintenant, depuis longtemps, comme un crime de guerre. Pourquoi a-t-on mis aussi longtemps, c'était l'année dernière, pour faire comparaître devant la justice internationale l'instigateur de la destruction des tombeaux sacrés de Tombouctou? On a mis presque 50 ans à le faire. C'est peut-être aussi quelque part un peu de l'héritage colonial. On a longtemps toléré d'aller prendre des objets chez l'autre et puis on a caché ça en disant mais l'art est universel. Bien sûr que l'art est universel, mais il n'empêche qu'on a besoin de racines et si on les prend à un endroit du monde, qu'on les mutile pour les mettre à un autre, il est évident qu'on ne pourra jamais réussir à faire avancer cette cause et je crois que tout le fond du problème, il est là aujourd'hui. Vous, Jean-Yves Marin, directeur du musée de Genève, quels moyens avez-vous pour vérifier l'origine frauduleuse ou pas d'une pièce? Alors la traçabilité, elle s'établit depuis la Convention de 1970, dite Convention de l'UNESCO, qui est la première où on parle du retour des biens culturels volés. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, on ne peut pas refaire l'histoire, c'est de se préoccuper de deux dates. 2005, c'est l'adoption d'une loi par la Suisse, 1970, la Convention, et on essaie de tracer, comme on dit, l'histoire de l'objet depuis 25, 40, 50 ans si on le peut. Et si on n'arrive pas à la tracer du tout, eh bien sûr, on ne l'acquiert pas, voire on prévient, on prévient les douaniers, on se pose des questions sur l'origine de ces œuvres, parce que là, il y a forcément danger et il faut faire quelque chose. Et que diriez-vous que répondre à ceux qui disent finalement ces pièces qui nous parviennent à travers des trafics, même illicites, sont sauvées finalement parce qu'elles pouvaient être vouées à la destruction? C'est un vieux discours colonial, on sauve toujours quand on veut s'approprier quelque chose. Mais effectivement, il y a des cas de figure très précis où on sait que ça allait partir et faire de la chaux. Mais on ne peut pas avoir ce type de discours aujourd'hui où on a une prise de conscience à travers le monde de l'importance des racines du patrimoine. On construit 300 à 500 nouveaux musées par an sur la planète et sur tous les continents. Donc c'est complètement un faux débat que de vouloir se revendiquer comme le sauveur de quelque chose dont on est le receleur. Alors avant d'aller plus loin, on va faire un saut dans votre musée, le musée d'art et d'histoire de Genève. Il y a une salle, et dans cette salle, il y a 9 objets qui sont le fruit du pillage. Ces objets ont été saisis par la justice genevoise. Elle vous les a confiés et vous avez décidé de les exposer. C'est, je crois, une première en Europe, peut-être même une première mondiale. Ces pièces sont d'une beauté exceptionnelle. Regardez ces stèles funéraires du Yémen, datées jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ. Elles sont uniques, comme cette statue, elle aussi du Yémen, ou cette tête de prêtre avec sa tiare, en provenance de la cité de Palmyre en Syrie.
Ces pièces présentées actuellement au Musée d'art et d'histoire de Genève ont un point commun, elles ont toutes été arrachées à leur terre d'origine. Le voyage de ces deux bas-reliefs, par exemple, débute à Palmyre en Syrie, dans les années 2000, bien avant la proclamation de l'État islamique. Ils empruntent ensuite un chemin tortueux et très difficile à retracer. Ils quittent probablement la Syrie par voie terrestre ou maritime pour atteindre un pays voisin, peut-être le Liban, peut-être la Turquie. Ensuite, la Bulgarie pourrait être aussi un point de transit, voire même Singapour. Ce qui est certain, c'est cette inscription sur cette caisse, qui atteste d'un passage à Doha, au Qatar, avant son expédition vers les ports francs de Genève en 2009. Ce n'est que 4 ans plus tard qu'un contrôle des douanes fait apparaître ce trésor. Saisies par la justice l'an dernier, les 9 pièces ont été confiées au musée genevois, en attendant leur restitution aux États qui en feront la demande. Jean-Yves Marin, que vont devenir ces pièces? Alors, d'abord, il faut voir s'il y a des revendications. Elles viennent de 3 pays qui sont extrêmement meurtris, Syrie, Yémen, Libye. Il appartient aux autorités de ces pays-là de se manifester auprès du procureur général de la République. Après, il lui appartiendra à lui de dire si les objets peuvent retourner, dans quelles conditions. Nous n'en sommes que les gardiens, on essaie de les restaurer, de les étudier, de les entretenir. Et le jour venu, bien sûr, idéalement, il faut qu'elles repartent dans leur pays. On connaît l'importateur? On a des idées sur les importateurs, mais ça passe par beaucoup de, comme vous l'avez dit, ça passe par des tas de villes, ça passe, des fois ça traverse le globe, donc on a des idées assez vagues pour l'instant sur ces questions-là. Et qu'est-ce qu'on risque dans un tel trafic, si on se fait attraper? La première des choses, c'est qu'on risque la confiscation, et comme généralement les ADES à payer, ça coûte quand même assez cher. Et puis deuxièmement, on risque une amende, et puis aussi, quelque part, c'est une certaine opprobre, si c'est connu, parce que là, on est vraiment dans le recel de quelque chose qui est quand même très proche de la drogue ou de la traite humaine. On est quand même sur des sujets fondamentaux pour la société. De plus en plus de pays se mobilisent pour récupérer leur patrimoine. Ça vous réjouit, évidemment? Ça me réjouit parce que c'est aussi la reconnaissance de notre métier, c'est la reconnaissance du rôle du musée, c'est aussi que chacun... On est enfin sorti des périodes coloniales. Les gens écrivent leur histoire par eux-mêmes et plus en s'appuyant sur la France, la Grande-Bretagne ou d'autres. C'est quelque chose d'absolument essentiel qui est cette recomposition de l'histoire et qui est une histoire globale. On n'étudie plus les Mérovingiens, on étudie le 7e siècle à travers le monde entier. Et pour faire ça, il faut qu'on ait des collections partout. Donc c'est absolument essentiel que l'ensemble des pays se mobilisent. Alors Genève, on l'a dit, a été une des plaques tournantes de ces trafics illicites. C'est vrai, il y a d'autres pays, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Et aujourd'hui, Genève se positionne comme un carrefour de la lutte contre ces trafics. Oui, c'est magnifique. Je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour ce qui se fait actuellement en Suisse, et particulièrement ici en Suisse romande, parce que vraiment, il y a un travail très pointu de lien entre douaniers, professionnels de musées, ministère public et des médias. La preuve, je suis là, pour montrer au public que, il y a des choses qui ne se font pas, pour lui montrer aussi qu'on n'est pas inactif, et que plus on sera actif, plus on connaîtra de choses sur le passé. Et quand je vois la réaction des visiteurs à chaque fois que je vais dans la salle que vous avez montrée, me disent mais c'est bien, c'est important, il faut faire ça, et quelque part, ça nous satisfait pleinement, bien sûr. Les marchés se déplacent dans le monde, sur Internet. Est-ce que ce combat contre le trafic n'est pas un combat sans fin? Mais c'est un combat sans fin, puisqu'il y aura toujours des guerres, et je ne pense pas que demain tout le monde devienne plus attaché à l'argent ni aux choses terrestres. Donc c'est un combat de tous les jours, c'est un combat qui va se continuer, mais on sait que quand la communauté internationale se mobilise, elle est capable de faire des choses magnifiques. Et puis quelque part, les gens de Daesh, ils nous ont, par leurs abus insensés, ont montré combien il était utile que tout le monde s'empare d'un sujet comme celui-ci, et que c'était pas une affaire de spécialistes, c'était l'affaire de chacun. Quand vous partez en vacances quelque part, si vous achetez un objet et que vous le ramenez dans votre poche sans le déclarer, à votre niveau, vous participez de cette destruction du patrimoine, et c'est contre ça qu'il faut se battre. Ce sera le message de la fin. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir dans Géopolitisme. Merci. Merci. Pour prolonger cette émission, je vous propose un peu de lecture. D'abord, le National Geographic, un dossier intitulé « Dans les coulisses du trafic d'antiquités »,
qui nous raconte les pérégrinations d'une magnifique momie égyptienne dans les méandres du trafic international, article paru le 27 septembre 2016. Ensuite, le pillage du patrimoine archéologique des razzias coloniales au marché de l'art, un désastre culturel, par Laurent Flutsch, Didier Fontana, un excellent complément à cette émission paru aux éditions Favre, Lausanne, en 2010. Enfin, encore un livre, Trésor volé, de Philippe Flandrin, aux éditions du Rocher, 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette édition, comme toutes les autres, est à revoir sur notre site internet geopolitis.ch. À vous tous, une excellente semaine sur la RTS et TV5 Monde.